Le jour où j'ai franchi la limite avec l'ami de mon fils commence par une assiette cassée et la lumière d'automne qui descend en lame fine entre les rideaux. Je me souviens du bruit de la porcelaine contre l'égouttoir, du geste mécanique pour la saisir, du savon qui mousse encore sur mes doigts. La maison était silencieuse, comme elle l'avait été depuis 3 ans, depuis que son absence avait pris racine dans les meubles et les habitudes. Le tic-tac de l'horloge dans le salon, le souffle léger du radiateur, la télé éteinte à l'heure où nous avions dîné autrefois, tout semblait attendre que je me décide à vivre. Les jours se succédaient par des gestes simples. Le matin, je faisais le café. Je m'asseyais au bord du lit trop grand, je lisais quelques pages et je regardais le téléphone. Des messages de Bruno, des publicités, parfois un appel vidéo rapide. À midi, je préparais des plats que nous avions aimés à deux. Bœuf braisé, courges rôties, salade d'automne. Le soir, j'allumais la lampe du salon et je me noyais dans un roman ou dans la ménagerie des chaînes documentaires. Je parlais parfois à sa photo, pas pour le réveiller, seulement pour remplir un vide où sa voix se faisait rare. La solitude routinière a une manière étrange de vous effacer en douceur. Ce n'est pas une disparition brutale, mais un amincissement progressif. On accepte de moins en moins d'invitations, on commence à préférer la sécurité des murs connus. J'avais appris à être prudente avec mes désirs. Il m'avait paru dangereux, indécent. J'avais constamment devant les yeux son portrait, le mari aimé, comme une frontière morale et sentimentale à ne pas franchir. Je portais son souvenir comme on porte un manteau usé, confortable et protecteur, mais qui sent la pluie d'autrefois. Bruno avait 30 ans. Il vivait encore chez moi par choix et par nécessité, entre 2 appartements, un emploi qui commençait tard, la promesse d'un déménagement qui traînait. Il avait des manières qui me rendaient fière. Il nettoyait la neige de l'entrée avant que je ne m'en aperçoive. Il m'appelait pour savoir si j'avais besoin de quelque chose. Il me racontait ses journées avec une honnêteté juvénile qui me rappelait mon propre fils enfant. Il n'était pas seulement mon fils, il était la preuve vivante que la vie avait continué au-delà de la douleur. Un soir d'octobre, contrairement à la monotonie habituelle, Bruno a annoncé qu'il hébergerait un ami pour 1 ou 2 semaines. Un ami de la fac, Miguel, qui venait de trouver un emploi à proximité et cherchait un logement. Il est sympa, il a besoin d'un peu de temps, avait-il dit avec ce mélange d'affection et de détachement habituel. J'ai répondu oui avant de réfléchir. Oui, me rappelant que j'avais besoin d'autre chose que des murs qui soupiraient. Oui, parce que je ne pouvais regarder son inquiétude et la laisser sans écho. Peut-être aussi, honteusement, parce que l'idée d'une présence nouvelle m'était secrètement agréable. J'ai passé les jours qui ont précédé son arrivée à ranger. Une main sur l'évier, l'autre contre une photo que je n'osais déplacer. J'ai aéré les coussins, j'ai passé l'aspirateur sur les trous où la poussière s'accumulait en mots doux. Chaque objet rangé était un effort pour redonner à la maison une apparence normale, pour offrir, sans le dire, un territoire à l'étranger. Quand la porte a enfin sonné, j'ai senti une sorte de vertige, comme si l'air de la maison se réorganisait autour d'une nouvelle respiration. Miguel est entré avec un sac et un grand sourire accommodant. Il avait 30 ans, le même âge que Bruno, et tout dans son port trahissait une pratique physique ordonnée. Épaules carrées, mains qui ne tremblaient pas quand il portait des cartons, une démarche calme. Il a dit bonjour en souriant, et sa voix, profonde mais pas imposante, a posé en moi une petite onde de chaleur. Il avait cette odeur de propre, lessive et sport, que l'on remarque sans vraiment le vouloir. Il a serré la main à Bruno, puis à moi, et a pris place dans le salon comme s'il connaissait déjà notre maison. Les premiers jours ont été faits d'instants minuscules mais révélateurs. Il apprenait nos habitudes, adaptait ses horaires, restait discret. Il participait aux tâches sans chercher à se mettre en avant. Il épluchait des légumes, débarrassait la table, aidait à porter une pile de livres dans le salon. Ce sont des gestes anodins, et pourtant chaque fois qu'il touchait quelque chose, une tasse, un torchon, ma main à la sortie du four, il déposait une trace. Rien n'était explicite. Tout passait par une accumulation d'attention. Il ne regardait jamais Bruno d'une manière qui aurait pu être mal interprétée. Il m'adressait des sourires qui semblaient destinés à rassurer, à établir une connivence digne et légère. La maison a connu, pendant ses premiers jours, une animation nouvelle. Les rires de Bruno revenaient plus facilement. Les repas avaient des conversations qui s'étiraient. Je me surprenais à écouter des bruits. Sa respiration sur le canapé quand il lisait tard le soir, les étirements qu'il faisait après une séance de sport dans le couloir, et le froissement de son t-shirt quand il se penchait pour ramasser quelque chose. J'ai commencé à remarquer des détails qui m'avaient échappé jusque-là. La façon dont sa peau autour des poignets était dorée,
la lumière qui jouait dans ses cheveux quand il passait près de la fenêtre, la mélodie discrète de son rire quand Bruno lançait une vanne. Il y a eu 2 scènes de routine qui ensuite me paraissent encore essentielles parce qu'elles ont dessiné le contour du piège où je me suis glissée. La première, la plus banale, est revenue un soir de semaine, alors que je faisais la vaisselle après le dîner. Il faisait sombre et la rue était une bande d'encre ponctuée d'ampoules. Les feuilles d'automne s'étaient amassées sous les rebords des fenêtres et la lampe de la cuisine projetait une lumière douce sur l'évier. Je rinçais une assiette, l'huile de cuisson brillait encore, et soudain il était derrière moi, beaucoup plus près que d'habitude, offrant une éponge pour aider. Sa main a frôlé la mienne en tendant l'objet. Ce contact, rapide et apparemment innocent, m'a traversé comme une décharge. J'ai senti mon cœur se serrer. Il n'y avait pas de questions, pas de commentaires. Juste cette proximité qui restait un secret entre nous deux, non formulé, mais qui nommait pourtant quelque chose d'ancien et d'interdit. La seconde scène s'est passée pendant un après-midi où il s'entraînait dans le salon. Il suivait une vidéo d'exercice et s'étirait, la respiration longue et régulière. Je l'observais depuis le canapé, une tasse de thé que je ne buvais pas à la main. Il n'en était pas à l'exhibition, loin de là. Son mouvement était fonctionnel, presque humble. Mais il y avait une perfection dans ses gestes, une fluidité que j'avais oubliée. À ce moment, une image m'est venue avec une violence douce. Un jeune homme, vif, présent, et moi qui observais comme une vieille île contemplant la mer. L'émotion monta sans prévenir, non pas seulement désir physique, mais aussi la reconnaissance d'une femme encore capable d'être regardée, d'être l'objet d'une attention non maternelle. Je m'efforçais de rationaliser. Je me souvenais de mon mari, de son rire, de sa façon de me tenir la main le soir au restaurant. Je me répétais que j'avais élevé Bruno, que ma responsabilité était de l'aider à voler de ses propres ailes, pas de semer des nuages sur son ciel. Mais mes défenses cédaient par petites fissures. Les nuits, je me réveillais avec la sensation d'avoir quelque chose à cacher, et je me levais alors pour allumer une lampe, comme si la lumière pouvait chasser l'illusion. Les pensées me revenaient en rafale. Tu es veuve depuis des années, tu es seule, tu as le droit d'être regardée. Et puis, comme un chuchotement de culpabilité, mais pas par son ami. Après le premier week-end de sa présence, Bruno est parti chez un collègue pour une formation de 2 jours. Il m'a laissé avec un petit sourire, une embrassade rapide et la remarque « Fais-lui sentir qu'il est chez lui, maman ». Il ne m'a rien demandé d'autre. Il était confiant. Il disait confiance. Sa naïveté était une clé que je m'interdisais d'utiliser, et pourtant j'ai senti sous mes pieds ce plancher sombre qui s'ouvrait. La 2e semaine s'est écoulée plus vite qu'il ne faut pour l'admettre. Les repas, les échanges, les regards, j'ai commencé à guetter ses retours de course, à imaginer ses gestes même lorsqu'il était absent. J'entendais le cliquetis des assiettes dans la cuisine, et je savais que c'était lui qui mettait la table. Je me surprenais à choisir mes vêtements avec une prudence nouvelle, à me peigner devant la glace avec la minute de plus qui fait croire qu'on a autre chose à offrir qu'une vieille dame domestique. C'est insidieux, la transformation. Un geste devient un indice, un sourire devient un compliment, une pause un flirt. Je me détestais un peu pour cela, et en même temps j'étais grisée par la sensation d'être de nouveau désirée. Puis est arrivé le jour que je nomme maintenant comme le point de bascule. Je l'appelle le jour où j'ai franchi la limite, parce qu'il a tout changé, pas seulement pour moi mais pour la maison entière, pour ces pièces qui avaient pris l'habitude de respirer doucement. Ce n'était pas un événement grandiose, c'était une suite de petites choses qui se sont assemblées jusqu'à former un basculement. Ce jour-là, il pleuvait finement, comme si le ciel n'osait pas rompre la timidité de l'instant. Bruno avait prolongé son absence, il travaillait tard chez un client et ne rentrerait pas. La maison s'est retrouvée à 2, avec un dîner simple et une conversation qui, à un moment, a glissé vers la fragilité. Nous avions parlé de la perte. Il m'avait posé des questions sur mon mari avec cette délicatesse que possèdent les hommes jeunes quand ils cherchent à comprendre un passé qui ne leur appartient pas. J'ai répondu avec la même franchise, mais en creux, j'ai senti son regard qui revenait souvent sur mes mains, sur mon cou, sur la façon dont je souriais quand la mémoire était douce. Après le dîner, nous avons laissé la vaisselle. La pluie contre les fenêtres énonçait sa propre musique. J'ai pris un verre de vin, un geste que je m'accorde parfois, et il s'est approché pour s'asseoir près de moi. Nous avons parlé de banalités, de ses projets, de ses exercices, de l'appartement qu'il espérait trouver. À un moment, la conversation s'est effilochée et un silence s'est installé, épais mais pas pesant. J'ai senti cette proximité comme une matière tangible, son parfum qui montait.
L'ombre de sa mâchoire sous la lumière basse, la façon dont sa main reposait non loin de la mienne sur le fauteuil. Je me rappelle d'un détail précis. Il a tendu sa main pour attraper une couverture sur le dossier du canapé et nos doigts se sont effleurés. Ce contact, encore une fois, était court. Et pourtant, il a fait écho à tous les autres contacts précédents. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Je savais, soudain, que je ne voulais pas rompre la tension. Une partie de moi cherchait à s'échapper, à invoquer l'image de mon mari, à prononcer les limites, mais la voix était faible, noyée sous une autre qui disait simplement « Laisse-toi être vu ». Ce n'était pas une scène de plaisir immédiat, violent ou cru. C'était plutôt une révélation de ce que j'avais encore à donner et à recevoir. Nous nous sommes approchés l'un de l'autre sans le dire, comme deux retombées d'une même saison qui finissent par se rencontrer. Le premier baiser fut lent, hésitant, demandé sans mots. Il y avait une prudence respectueuse chez lui, une volonté de ne pas détruire ce qu'il y avait de fragile en moi. Il m'a regardé, comme si, avant toute chose, il voulait s'assurer que je participais pleinement à cet acte, que ce n'était pas une contrainte, ni un pouvoir abusé. Le reste a suivi comme une succession d'images floues et nettes à la fois. La chaleur d'une main sur ma nuque, un rire étouffé qui venait de loin, la certitude que j'étais encore capable de réciprocité. Je ne me suis pas sentie réduite à la charogne d'une pulsion. Au contraire, j'ai trouvé dans cet échange quelque chose de tendre, presque sacré dans sa fragilité. Il y avait la conscience aiguë de la transgression. Je savais que je trahissais une fidélité, que je traversais une frontière invisible mais solide, et en même temps, une sensation d'éveil qui me fit sentir plus entière que je ne l'avais depuis des années. La nuit elle-même fut un voile. Je n'entrerai pas dans les détails. Ce n'est pas nécessaire, et cela irait contre tout ce dont j'ai voulu garder la dignité. Je dirai seulement ceci. La lune était haute lorsque je me suis finalement rendu compte que le temps avait glissé. La maison avait un autre rythme, et j'ai senti, comme une respiration après longtemps, que mon corps et mon cœur retrouvaient une langue qu'ils avaient perdue. À aucun moment je n'ai perdu de vue la culpabilité. Elle était là, une ombre qui prenait la forme d'un nom, Bruno, et qui me rappelait la gravité de l'acte. Mais j'ai aussi entendu en filigrane la consolation d'un homme discret qui me murmurait que je méritais aussi d'être désirée. Le matin, nous nous sommes réveillés côte à côte dans la chambre d'amis, la lumière blême d'une aube de novembre filtrant par les stores. J'ai observé son visage paisible, ses cheveux en désordre, et j'ai ressenti une tendresse inattendue, plus forte que la honte immédiate. Il m'a regardé comme si nous avions mené ensemble une chose fragile. Sa main a cherché la mienne, et il a dit doucement « Je ne veux pas te perdre ». J'ai ri sans joie. « Tu ne peux pas me perdre », lui ai-je répondu, et dans ma voix il y avait la peur. Il y a eu, après cela, un court dialogue où l'on a tenté de poser des mots. Il m'a avoué qu'il se sentait bien près de moi, qu'il appréciait ma compagnie et qu'il ne voulait pas partir immédiatement si je acceptais. J'ai pensé à Bruno, à la maison, à ces murs qui savent tout et gardent tout. J'ai pensé aussi à ma propre solitude, à l'idée que cette présence pourrait être un remède ou un poison. Nous avons choisi, en un accord tacite, de garder cela pour nous. Il a promis discrétion. Il m'a dit qu'il partirait bientôt, 2 semaines, peut-être un mois de plus, selon ses démarches pour trouver un logement. Je l'ai cru parce que je voulais croire. Et je l'ai cru parce que sa promesse semblait sincère, faite sur un fond d'émotions que nous partagions. Les jours qui ont suivi furent bizarres. La maison n'a pas changé de façade. Bruno a continué à sortir, à revenir souvent, à raconter des choses du travail. Rien, en surface, ne trahissait le secret que je portais dans ma poitrine. Pourtant, en dedans, tout était renversé. Chaque geste s'accompagnait d'une note différente. Quand Bruno posait sa main sur mon bras, j'entendais un bruit sourd. C'était la conscience de la trahison. Quand Miguel me souriait pendant le dîner, je sentais une chaleur qui me faisait brûler de l'intérieur. J'ai appris à vivre sur 2 plans, l'apparence et le secret, la normalité et la fissure. Il y a eu des moments volés, des gestes discrets et des silences lourds de non-dits. Une bouteille de vin partagée après que Bruno fut parti chez des amis. Une main qui effleure une épaule en chargeant le lave-vaisselle. La façon dont Miguel s'est mis à rester un peu plus tard certains soirs, prétextant un dossier à finir ou un rendez-vous manqué. Il a trouvé des raisons plausibles pour prolonger son séjour. L'appartement qu'il avait vu avait un contretemps, les formalités prenaient plus de temps, le travail nécessitait qu'il soit flexible. Ce furent des mensonges par omission, des retards dus au hasard, et j'ai accepté chacun d'eux parce que, en vérité, je ne savais pas comment dire non à ce que je ressentais. Parfois je me regardais dans la glace et je me trouvais coupable d'une naïveté d'autrefois.
Comment avais-je pu croire que l'on pouvait isoler une nuit, une erreur, et revenir ensuite à l'ancienne vie? Les nuits me laissaient des traces, non pas physiques, mais morales. Une fatigue qui venait des efforts pour maintenir une façade, une tension permanente à surveiller mes paroles, à retenir des sourires. Je vivais dans l'anticipation d'un échec. Le moment où quelque chose, une parole mal placée, un objet déplacé, une réaction, ne correspondrait plus et tout exploserait. Et puis il y avait Bruno. Il restait à mes yeux la personne la plus pure de cette histoire. Il était le fils que j'aimais. Il n'avait rien fait pour mériter la trahison. Il discutait de ses projets, répétait qu'il voulait trouver son propre appartement, qu'il commencerait bientôt une nouvelle relation peut-être. Parfois, lorsque nos regards se croisaient à table, je sentais ma gorge se nouer. Ses mains enfouies dans les poches, sa manière d'aligner sa fourchette, les petites habitudes anodines devenaient des preuves qui me hantaient. Je me surprenais à lui attribuer des intentions imaginaires, à le surveiller d'une manière qui en disait long sur ma peur d'être découverte. Les jours passaient et l'ami de mon fils devenait une présence qui avait trouvé sa place en silence dans cet espace. Il n'y avait pas de longues scènes exaltées, ni de déclarations dramatiques. Il y avait plutôt une accumulation d'attention et de regards qui, assemblés, créaient une histoire. J'avais l'impression de vivre contre moi-même, à la fois comblée et dévorée. Je trouvais du réconfort dans ces mots et du poison aussi. Je n'avais pas prévu, dans le plan que je m'étais fait pour survivre au deuil, de recommencer à aimer dans une forme aussi compliquée. J'avais envisagé de rencontrer quelqu'un, oui, peut-être un compagnon de quelques promenades ou un dîner de temps à autre, mais tout cela était abstrait. La réalité, lorsqu'elle s'est présentée sous la forme de Miguel, a été plus perturbante et plus douce que je ne l'avais imaginé, et surtout, plus intime d'un côté que ce que ma conscience pouvait soutenir. Il m'était devenu impossible de dire si j'avais choisi la vie ou la faute. Il y a des moments où je me demande encore ce qui m'a réellement poussée. Était-ce la solitude? La nostalgie d'une féminité érodée par les années? La simple rencontre d'un regard qui a su lire en moi la fatigue? Ou bien cette envie, profonde et parfois honteuse, d'être touchée autrement que comme une mère? Je pense que tout cela était mêlé. Un tissage d'absence et d'appétit, de nostalgie et de tempérament. Je n'ai pas de justification proprement dite. J'ai plutôt une série d'aveux, des petites vérités qui s'alignent et forment une image incohérente mais vraie. Je garde encore, pour moi seule, la mémoire exacte de cette nuit et des jours qui l'ont suivie. Je la porte comme on porte une blessure ancienne qui nous façonne sans que l'on puisse la montrer. Et en même temps, je sens que quelque chose en moi s'est réveillé. Ce n'est pas juste un frisson physique, c'est une redécouverte de ma capacité à être désirée. Aimée, aimante. C'est douloureux, parce que la source de cette renaissance se nourrit d'un mensonge, d'une transgression. C'est merveilleux, parce que pour la première fois depuis des années je me sens vivante. Je termine ici, au bord d'un matin où tout reste fragile. Le soleil perce à travers les rideaux, la vaisselle sèche encore, et je suis assise près de la fenêtre à écouter la ville qui se rendort. Bruno rentrera ce soir, il sourira et me racontera sa journée. Nous dînerons peut-être ensemble, comme si tout était normal. Mais je porte en moi désormais un secret qui m'isole davantage que la solitude d'avant. Il y a des choses qu'on ne peut plus défaire et qui pourtant nous apprennent qui nous sommes. Je ne sais pas encore si je serai capable de vivre avec ce poids, ni ce qu'il adviendra lorsque la vérité menacera de paraître. Si cette confession vous a touché, dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait face à une solitude qui ronge. Si vous avez été touché par cette confession, aimez la vidéo et abonnez-vous pour d'autres récits intimes. Le matin qui suit semble durer une éternité. La lumière entre en bande dans la cuisine, comme si elle hésitait à réveiller la maison. Je prépare le café avec une lenteur presque cérémonielle, comme si chaque geste pouvait effacer la nuit. La cafetière crache un bruit connu, le pain grille, le couteau raclant la confiture laisse une trace rouge sur la planche. Miguel dort encore dans la chambre d'amis. Sa respiration rythmée me parvient à travers la cloison. Un son ordinaire qui me flanque à la fois réconfort et culpabilité. Je verse le café dans 2 tasses parce que je sais qu'il va se réveiller bientôt. Parce que je n'arrive pas à boire seule ce matin-là. Nous prenons le petit déjeuner côte à côte, mais les distances sont ponctuées de non-dits. Je l'observe sans le regarder directement. La façon dont il s'éclaircit la gorge, comment il repose la cuillère sur la soucoupe, le plic-ploc du sucre qui tombe.
Il me parle de son travail, de la personne qui l'entraîne ce matin, des courses à faire. Ses paroles glissent sur la surface des choses. Mais entre deux phrases, il y a la mémoire récente, palpable, qui nous colle. À un moment, il attrape ma main pour poser la tasse. Un geste rapide, presque involontaire. Je retire la main comme si elle avait brûlé. Il sourit, pas surpris ni blessé, comme si nous avions conclu une règle tacite. Nous n'aborderions pas la nuit, sauf par les gestes qui la continuent en douceur. La journée est faite d'habitudes transformées. Je fais la lessive, pliant les serviettes exactement comme mon mari l'aimait, en petites piles droites. Je découvre, entre deux t-shirts, un mouchoir qui n'est pas à moi. Il a le parfum discret que je commence à reconnaître comme sien. J'ai envie de le jeter, de le mettre dans une poche et de le garder, de le brûler ou de le respirer. Je le range dans un tiroir, parmi d'autres secrets minuscules. La maison, qui jadis avait connu un rythme immuable, s'adapte à une chorégraphie nouvelle. Ses chaussures au couloir, sa bouteille d'eau sur la table du salon, ses serviettes qui sèchent plus longtemps parce qu'il s'entraîne le soir. Tout cela pourrait être innocent. Il habite ici, il partage l'espace, il aide. Mais chaque objet qu'il laisse derrière lui me pèse comme une preuve. Bruno téléphone, comme il le fait souvent, pour raconter un incident au travail, pour plaisanter, pour demander si je veux que je lui apporte quelque chose. Sa voix est légère, confiante. Il me parle d'un collègue qui a emménagé dans un studio, d'une fille qu'il fréquente, d'un dîner prévu. À la fin de l'appel, il dit « Sans méfiance, tu me rends un service incroyable, maman. Merci encore pour Miguel. » J'entends la gratitude, le naturel. Je me sens soudain plus coupable parce que sa confiance me rapproche du mensonge que je me suis construite. Je raccroche et je reste un moment plantée devant l'évier, les mains baignées d'eau chaude, regardant mes doigts comme s'ils étaient ceux d'une étrangère. Il y a des moments où la banalité du quotidien devient une torsion sans nom. Parfois, en pliant les draps, je repense à la manière dont mon mari repliait les coins avec une préciosité qui me faisait sourire. Il n'était pas parfait. Il avait ses habitudes, ses défauts, ses petites mesquineries. Mais il était le partenaire de ma vie, le témoin de mes nuits et de mes joies. Et la pensée de la trahir allume une douleur qui n'est pas seulement personnelle. Elle meuble l'espace entre moi et l'enfant que j'ai élevé. J'ai l'impression que chaque pli mal fait, chaque tasse oubliée, peut devenir une accusation muette. Miguel et moi tentons de définir des règles au fil des jours, sans beaucoup de mots. Nous décidons, sans le dire vraiment, d'un zonage des pièces. La chambre d'amis reste ça, la chambre à coucher reste la mienne. Il me propose parfois de regarder un film ensemble dans le salon et je m'installe à une extrémité du canapé, comme pour préserver une dignité que j'ai encore. Les soirées où Bruno n'est pas là se sont transformées en micro-rendez-vous. Un film, 2 verres de vin, une conversation qui s'étire juste assez pour que la nuit nous attrape à mi-parole. Souvent, nous nous contentons de petites choses. Préparer la soupe le soir, ranger la vaisselle ensemble ou tout simplement rester silencieux, côte à côte, écoutant la pluie. Il y a un après-midi où tout faillit basculer à nouveau, non par un acte, mais par un objet. Bruno rentre plus tôt que prévu parce qu'une réunion a été annulée. J'entendais ses pas dans l'escalier, rapprochant la maison de la normalité, et mon cœur se serre. J'étais en train de repasser. La table était tendue de chemise, et Miguel venait juste de sortir de la salle de bain, serviette autour de la taille, cheveux humides. Nous avons eu cet éclair de panique, la bêtise instinctive de 2 adultes pris à un acte trop vif. Miguel a disparu, se faufilant vers la chambre d'amis. Moi, j'ai failli laisser tomber le fer à repasser. Bruno ouvre la porte du salon avec un sac de courses, l'air insouciant, et c'est peut-être la vision la plus irréelle que j'ai jamais connue. Un fils, un ami, moi au milieu, un tableau dont les couleurs se sont soudain mélangées de façon interdite. Il a salué, il a posé son sac, il a embrassé ma joue comme toujours, et j'ai senti le visage brûler sous la bise. Pendant quelques instants, j'ai eu la tentation de lui dire, de tout avouer. Je suis désolée, Bruno, j'ai failli. Mais les mots sont restés au fond de la gorge, parce que je savais qu'ils auraient fait éclater quelque chose de plus grand que moi, qu'ils auraient pulvérisé ses certitudes et leur image de la maison. Au lieu de cela, je me suis contentée d'une phrase interchangeable. La soirée s'annonce tranquille. Il m'a souri, complètement inconscient, et a allumé la radio. Nous avons dîné, ri, parlé de choses inoffensives. À la fin du repas, j'avais l'impression d'avoir traversé un champ miné sans savoir si j'avais déclenché une vieille bombe. La vérité, encore une fois, était intacte, comme une goutte d'eau sur une feuille qui refuse de percer.
Les semaines passent, Miguel s'installe davantage. Il me parle parfois de projets d'avenir, de l'appartement qu'il a envisagé, de sa mère à qui il doit rendre visite. Parfois il semble sincèrement inquiet de ma fatigue, de mes cernes, de mes hésitations. Parfois il se tait, et je lis dans son regard une question non formulée. Que cherchons-nous réellement l'un chez l'autre? Nous nous mentons, à demi, pour survivre. Il m'assure qu'il ne veut pas blesser Bruno, et moi je me persuade que ce n'est que transitoire. Pourtant, l'idée de la temporalité m'échappe de plus en plus. Les promesses deviennent des mots mous que l'on ne peut plus agrafer. Un soir, après qu'il soit rentré tard d'un quart de travail au club, il trouve une place sur le canapé et me dit doucement « Tu veux qu'on parle ?» Sa voix contient l'assurance d'un homme jeune qui a du courage, mais aussi la fragilité de quelqu'un qui sait qu'il détient un pouvoir. Nous buvons du café et l'heure est à la sincérité, mais les confessions restent prudentes. Il m'avoue qu'il se sent ancré dans ma vie plus qu'il ne l'avait prévu. Je lui dis que moi aussi, que le cœur sait se faire plus exigeant quand il trouve attention et présence. Il pose sa main sur la mienne, et cette fois, au lieu de l'écarter, je la laisse. Nous parlons de limites, de morale, et aussi, imparfaitement, d'amour. Je sens monter en moi une lucidité terrible. Nous sommes deux adultes qui se reconnaissent, mais nous sommes aussi des voleurs. On s'est pris quelque chose qui appartient à un autre. La tension monte non pas par incident, mais par l'augmentation progressive du risque. Bruno est moins souvent absent. Parfois il passe des week-ends consécutifs à la maison, des jours où la normalité retrouve son règne. Lors de ces épisodes, je me retrouve à pratiquer une forme d'autosurveillance. Je fais en sorte que rien ne trahisse la nuit, je range les vêtements d'une façon neutre, je nettoie le verre vite, je cache les messages sur le téléphone. Une fois, il entra plus tôt que prévu, surprenant Miguel encore en bas, en train de frotter une casserole. Un sourire, une plaisanterie sur la cuisine. Tout se déroule sans heurts apparent. Mais moi, j'ai l'impression que la moindre microfaille peut ronger ce que nous avons bâti dans le secret. Il y a des moments d'une douceur presque douloureuse. Un matin où Bruno est parti tôt pour un déplacement, Miguel et moi restons à table, nous regardons la pluie, nous parlons des films que nous aimons. Nous nous confions des bribes de nos vies, sa peur de l'échec, ma difficulté à accepter le vieillissement du corps et de la solitude, nos deux solitudes qui s'en mêlent. Je perçois chez lui une forme d'abnégation. Il ne réclame pas grand-chose. Il me dit qu'il admire ma façon d'aimer malgré tout, et c'est une phrase simple mais qui me traverse. À ce moment-là, je me sens à la fois comblée et infectée par la sensation d'avoir pris un morceau d'interdit. La culpabilité devient une forme d'orgueil perverse. Je me punis en me rappelant l'image de mon mari, son accent sur la bonté, ses petites obsessions. Parfois, je me surprends à me demander si je n'ai pas cherché cette faute, si elle n'était pas une manière de me prouver encore capable d'être aimée, d'éprouver un feu. Cette pensée m'effraie. Et si je n'étais pas seulement une victime de la solitude, mais aussi complice de ma propre déchéance morale? L'angoisse croise le désir et la pitié, et je me perde. Un soir, je prends une décision impulsive. Je veux en finir avec l'ambiguïté. Je veux poser une limite. Je ne sais pas encore si c'est pour réparer ou pour préserver ce qui reste de ma dignité, mais je sens que je dois choisir. J'attends qu'il soit rentré d'une course et nous nous asseyons à la table de la cuisine. Les verres sont vides, la lumière est basse. Je crois que nous devons parler de ce qui va suivre, dis-je. Il hoche la tête. Ses yeux sont attentifs. Je ne peux pas rester dans un mensonge éternel, j'ajoute. Il me regarde, la bouche entr'ouverte, comme si mes mots avaient allumé une lumière que lui-même avait feinte. Nous discutons, lentement, en prenant soin des angles. Je lui dis que je ne veux pas que Bruno soit blessé. Il me répond qu'il ne veut pas le blesser non plus. Il évoque son départ possible, explique qu'il peut trouver un autre logement. Il propose de réduire sa présence. Je sens, en écoutant, que ses propositions sont honnêtes, mais aussi qu'il les formule avec une appréhension douloureuse. Nous convenons finalement d'un plan. Il cherchera un appartement, mais en douceur. Il nous donnera le temps de faire la transition. Nous nous fixons des limites, plus de rencontres nocturnes, moins de signes publics d'affection, plus de neutralité lors des repas. Cela paraît raisonnable, presque moral. Pourtant, je sais que ce plan est une rustine sur une fissure plus profonde. Le mensonge reste, il est seulement mieux organisé. Mais la décision me donne une étrange paix, comme si, en nommant la fin, je l'avais rendue plus supportable. Malgré les accords, il y a des failles. La peau humaine est habile à trahir. Un soir d'hiver, alors que le vent hurle dehors et que les volets claquent, Bruno rentre plus tôt, ramenant avec lui une jeune femme qui semble charmante.
Il s'installe pour un dîner improvisé. Ma bouche se contracte. Je joue le rôle de l'hôte aimable. La conversation se déroule, les rires fusent. À un moment, la jeune femme se penche pour ramasser une serviette et frôle la main de Bruno. Il la regarde, ce regard innocent d'un homme tombant amoureux peut-être, et je ressens une décharge de jalousie improbable parce que je sais que c'est ma trahison qui a rendu ce moment si précieux à mes yeux. Je détourne la tête. Après leur départ, je m'effondre dans la cuisine en larmes muettes. Miguel est là, près de la porte, hésitant. Il me serre, et sa chaleur me rappelle combien il est difficile de trancher à la fois la chair et l'âme. « Je t'aime », dit-il sans grandiloquence, comme pour affirmer une évidence. Les mots résonnent, mais ils sonnent faux, parce qu'ils manquent du poids d'une histoire longue et fracturée. Je pense à Bruno, à sa confiance, à l'image de la famille que j'ai déformée. Je pense aussi à moi, à mon droit à la vie et à l'erreur. Le dilemme moral me ronge. Les mois s'étirent. Miguel trouve finalement un petit studio à louer, une fenêtre donnant sur une cour. Cela devrait être une délivrance, et pourtant je me sens trahi par mon propre soulagement. Il promet d'aider à certains travaux, de rester amis, de garder la discrétion qui nous a tant protégés. Le jour de son déménagement est étrange. Un mélange d'adieu et de reconnaissance. Il plie sa dernière couverture dans un carré parfait, met les clés sur la table, me regarde avec cette tendresse brute qui m'a tant troublée. « Merci », murmure-t-il. J'embrasse son front, comme on le ferait à un enfant. Son départ me laisse dans un calme nouveau, léger et douloureux, comme une mer qui s'est retirée et a laissé des algues à la surface. Bruno, bien sûr, n'est pas au courant. Il continue à évoquer des rêves, à parler de son avenir, à être le fils que j'ai toujours connu. Ce soir-là, nous dînons en famille comme si de rien n'était. Je fais attention à mes gestes, à mes sourires forcés. Parfois, lorsque nos mains se frôlent, je sens une brûlure interne qui me rappelle l'étendue du mensonge. Je voudrais lui dire « Je suis désolée, j'ai failli, mais je me tais ». La peur de le détruire, de lui enlever son image de la famille, m'enchaîne. Et puis, une part de moi, plus lâche, plus égoïste, chuchote que garder ce secret me permet de ne pas tout perdre. Ainsi, je demeure entre deux chaises, celle du repentir et celle de la survie. Les semaines qui suivent sont un mélange de regrets et de tentatives de réparation. J'essaie de mieux m'occuper de Bruno, d'être plus présente, d'écouter davantage. Parfois, je trouve des moments de sincérité où je ne peux m'empêcher de l'embrasser sur le front comme il le mérite. Je le regarde dormir et je songe à la fragilité de la confiance humaine. Je le regarde et je me demande si la révélation ne viendrait pas comme un coup de tonnerre qui purifie, tout avouer pour recommencer sur des bases nouvelles. Mais je sais aussi que la vérité a ce pouvoir destructeur dont je ne suis pas certaine qu'il produirait du mieux. Un jour, je décide d'écrire. Non pas une lettre à Bruno, je ne pourrais pas en supporter la conséquence, mais une lettre à moi-même. J'y couche des mots que je refuse de prononcer à voix haute. Les raisons, la solitude, la faim d'être regardée, les peurs et les regrets. J'écris la nuit entière, la lumière basse, la plume qui gratte. Quand je relis, je constate que mes mots sont moins un plaidoyer qu'un inventaire de fractures. Je déchire la feuille au petit matin et jette les morceaux dans la corbeille, comme on jette ce qui est trop doux pour être conservé. L'écriture n'a pas apaisé, mais elle a allégé la charge en la faisant sortir. J'ai, pour la première fois depuis longtemps, l'impression d'avoir posé une pierre quelque part. Il y a, cependant, des instants où je me surprends à espérer un miracle moral. Que Bruno découvre et me pardonne, que la vérité éclaire nos vies d'une façon qui nous permette de reconstruire quelque chose de plus vrai. C'est une rêverie dangereuse, car elle suppose que l'autre puisse effacer ce que j'ai fait. Parfois aussi, je pense à fuir, à quitter la ville, à reprendre ma vie ailleurs. Mais la fuite est une lâcheté. Quitter reviendrait à abandonner l'enfant que j'ai élevé, et je ne peux me résoudre à l'idée de le déposséder encore davantage de sa maison, de ses souvenirs. Les saisons avancent. L'automne revient, et avec lui la même lumière qui m'avait trahi au début. Je me promène parfois dans le quartier, car marcher m'aide à penser. Les feuilles tombent, brunissent, se déposent en couches, et finissent par se dissoudre en boue. J'imagine nos vies comme ces feuilles. Elles chutent, se décomposent, nourrissent la terre, puis autre chose pousse. C'est une métaphore qui apaise et inquiète à la fois. Faut-il laisser la chute être la condition d'une naissance ou faut-il s'accrocher au feuillage? Le jour où je me résous presque à parler est un après-midi pluvieux. Bruno est absent, occupé,
et je trouve sur la table une lettre destinée à lui, ouverte, le type de lettre qu'on n'attend pas, une proposition d'emploi à l'étranger. Il vient de recevoir l'offre. Mon cœur tangue. Si Bruno part, tout ce qui était possible de briser se dissipera différemment. La tentation de tout confesser avant son départ me brûle. Peut-être que la vérité serait moins destructrice si elle était lâchée avant l'éloignement. Je prends la lettre, je la lis encore, je la repose, puis je la glisse dans un tiroir. J'appelle Miguel, qui est passé pour récupérer un souvenir resté chez nous. Un morceau de vaisselle qu'il avait cassé maladroitement, une petite chose insignifiante. Nous parlons sans beaucoup de contenance. Si Bruno part, dis-je, comme une question jetée au hasard. Il reste silencieux, puis dit doucement, « Tu décideras ce que tu peux vivre, Elena. » La vérité dans sa voix est une condamnation et une liberté. La date de son départ approche. Les soirées deviennent plus lourdes. Je ne sais plus distinguer l'amour du remords. Un soir, je laisse tomber la vaisselle, une assiette se casse en plusieurs fragments. Le bruit me fait sursauter, la sonnerie d'un échec possible. Je m'accroupis, ramasse les morceaux, et dans leur éclat, je crois reconnaître ma propre image fractionnée. C'est peut-être un cliché, mais à ce moment-là, la banalité du geste me semble un aveu. On ne peut pas recoller l'émail sans que la cassure ne laisse sa trace. La dernière scène que j'imagine se noue autour d'un dîner. Bruno va partir dans 2 jours. Il est excité, nerveux, heureux d'un avenir qui s'ouvre. Je fais la cuisine, je mets la table, je choisis soigneusement un vin que je sais qu'il aime. Pendant le repas, Miguel est présent, discret, il parle de ses futurs cours, de son déménagement qui a été retardé d'un autre jour. Il rit d'une plaisanterie de Bruno, puis son regard croise le mien. Je lis dans ses yeux la même chose que dans le mien, la conscience d'une beauté qui a la couleur du jour d'où l'on vient. Après le dîner, alors que nous faisons la vaisselle ensemble, un retour à l'image qui m'avait tant marqué au début de cette histoire, Bruno se lève pour parler au téléphone. C'est alors que, pour une fraction de seconde, Miguel pose sa main sur la mienne. C'est un geste simple, mais pour moi il devient une question immense. Je pourrais, à ce moment, rompre la chaîne et tout dire. Je pourrais appeler Bruno, lui faire face, accepter la conséquence. Mais il y a une peur qui me cloue, la peur de détruire ce qui le rend présent, la peur d'être accusé et de le voir partir avec cette blessure. Au lieu de cela, je laisse la main de Miguel glisser, je la reprends presque innocemment et je me contente de respirer. C'est un choix lâche et aussi peut-être un choix protecteur. Préserver la personne que j'aime, même si cela signifie me consumer. Plus tard, seul. Je m'assois au bord du lit et je ferme les yeux. La ville dort, la fenêtre laisse passer un soupçon de lumière et j'entends dans la maison des bruits familiers. Un robinet, le frisson d'une affiche mal accrochée, le lointain d'une radio. Je me demande ce qu'est la vie devenue. Un tissu entaillé que l'on recoude à la hâte ou une toile neuve sur laquelle on peut peindre autrement. Je ne sais pas. Je sais seulement que j'ai franchi une limite, que ce franchissement n'a pas été une libération pure, ni une déchéance totale. Il a été une expérience humaine pleine de contradictions. La question qui me hante reste simple et terrible. Ai-je retrouvé ma vie en trahissant celle de mon fils ? Chaque fois que je pense avoir une réponse, elle se dérobe. Peut-être la vérité n'est pas binaire, peut-être que l'on vit dans la complexité des choix, dans la superposition des douleurs et des joies. Je vis maintenant avec une double conscience, celle d'une femme qui a redécouvert le désir et celle d'une mère qui porte la culpabilité d'avoir fait une faute. Les deux se disputent le même espace dans ma poitrine. Je ne peux pas offrir de morale toute prête, ni promettre une fin heureuse. Je peux seulement dire que la maison a repris un rythme nouveau. Bruno partira bientôt. Miguel est parti pour son studio. La vie continuera. Ce que je garderai, je l'ignore. Peut-être l'avenir me forcera à dévoiler l'aveu, peut-être me condamnera-t-il à garder ce secret jusqu'à ce que la conscience l'usera comme un fil. Ce que je sais, c'est qu'il y a des nuits où je repense à la vaisselle cassée et à la lune témoin. Il y a des matins où je bois mon café seul et où je sens sa présence s'effacer comme une empreinte sur un verre chaud. Je clôt ces pages sans expiation, mais avec la conviction que la vie n'est jamais simple. Elle nous met face à des désirs embarrassants, des choix illisibles, et nous force parfois à découvrir des parts de nous que nous avions crues ensevelies. Si vous avez été touché par cette confession, si cette histoire vous réveille des questions ou des souvenirs, laissez un commentaire et partagez votre ressenti. Abonnez-vous si vous désirez entendre d'autres récits intimes.